disais qu'on allait parler de ces VTOL, donc ces véhicules à décollage et atterrissage vertical, donc des engins à mi-chemin entre la voiture volante et l'hélicoptère, qui ne sont pas en service aujourd'hui, mais qui devraient l'être très rapidement au cours des prochaines années, si l'on en croit la multitude de projets en cours et des annonces qui se préparent au Salon du Bourget. Tous ces projets visent à développer une offre de mobilité urbaine, soit des personnes, soit des marchandises, dans des mégalopoles de plus en plus étirées et congestionnées. Tous ces projets sont révolutionnaires puisqu'ils prévoient d'utiliser des propulsions électriques ou hybrides et de se passer, au moins dans un second temps, de pilotes à bord. Au-delà de ces défis techniques, ces VTOL électriques ou eVTOL, peut-être un jour autonome, M. Cipriani nous en parlera, pose évidemment la question de leur acceptation par les populations, notamment dans les villes déjà fermées aux hélicoptères. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Cipriani au centre, qui est le directeur de la DSAC, la Direction de la sécurité de l'aviation civile, Gracien Maire, à ma gauche, qui est directeur général d'ADP Ingénierie, ADPI, et François Sillon, de l'autre côté de la table, qui est directeur du Centre Technologie Avancée d'Uber en France. La première question sera pour vous, Monsieur Cipriani. Il y a des dizaines, voire une bonne centaine de projets VTOL à l'échelle de la planète. Quels sont aujourd'hui les défis techniques de ces engins en termes de certification? Et va-t-on les voir arriver prochainement, comme l'annoncent certains industriels ou plateformes, pardonnez-moi, comme monsieur à votre gauche? Bonjour à tous. Pour reprendre le titre de votre session, vont-ils voler? Bien sûr, oui, ça fait aucun doute. Simplement, la question plutôt, ça va être pourquoi faire et puis à quel horizon de temps. Si on parle de taxi volant, c'est qu'on parle de transport de passagers. Si on parle de transport de passagers, on est conduit très vite à imposer, à attendre le même niveau de sécurité de ces vols que celui qui est aujourd'hui reconnu en aviation commerciale. Et ça, vous le savez, c'est un niveau de sécurité extrêmement élevé. On vise, en termes d'accidents mortels par vol, des taux du type 10-9. Aujourd'hui, on est plutôt à 10-7, tout compris. Ces engins seront avec des niveaux d'exigence peut-être même plus élevés si on attend d'eux qui survolent des zones densément peuplées. Et je le précise parce que j'ai entendu des promoteurs de projets dire c'est nouveau, c'est innovant, donc c'est exploratoire, et donc on peut se permettre de ne pas être aussi sûr de soi et puis d'avoir peut-être dans un premier temps des niveaux de sécurité inférieurs. Alors je pense que ça n'est pas du tout l'attente du citoyen, et ça n'est pas du tout, en tout cas, la position des autorités, qu'elles soient nationales comme celles que je représente, ou comme qu'elles soient européennes. On s'attend pour ces opérations au même niveau de sécurité des vols que dans l'aviation commerciale. Alors, si on regarde ce qui peut se faire, avec quelle progression, je pense qu'on verra dans un premier temps d'abord des engins pilotés. Donc ce sont des engins à propulsion électrique, décollage, atterrissage vertical, mais pilotés. Autrement dit, on est dans un schéma, un contexte qui n'est pas très différent de la problématique bien connue des hélicoptères. Alors c'est des nouvelles technos qui posent de nouveaux défis, on pourra en parler aussi, mais l'ensemble des questions qu'on va se poser, la manière d'y faire face, va ressembler aux questions qu'on se pose déjà et aux contraintes qu'on est déjà en place sur le vol des hélicoptères dans des zones, qu'elles soient un peu libres ou qu'elles soient au contraire très densément habitées. D'accord. Monsieur Sillon, donc Uber travaille avec Bell et Safran pour la mise en service d'un VTOL donc baptisé Nexus d'ici à 2023, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre projet exactement? Oui, bien sûr. Donc, merci pour l'invitation déjà. Bonjour à tous. En fait, le projet Uber, donc Uber Elevate, c'est la branche d'Uber qui s'occupe d'aviation. Donc, il y a un premier projet qui est sans doute le plus visible, qui s'appelle Uber Air, qui est de faire du transport de passagers, donc pour ainsi dire des taxis volants.
La position d'Uber, c'est d'être une plateforme de mise en relation de voyageurs donc, qui ont un trajet à accomplir, et puis d'un ensemble de moyens pour réaliser ces transports. Donc le projet auquel vous faites allusion avec Bell et Safran, c'est un des projets qui est mené donc, par Bell en particulier et Safran, mais il y a un ensemble de partenaires d'Uber. Aujourd'hui, il y en a 6 qui sont publiquement annoncés, et puis on discute avec encore beaucoup d'autres constructeurs qui chacun développent, avec leur propre vision du marché, etc., développent des véhicules donc de type eVTOL, soit tout électrique, soit hybride, etc. Donc le projet d'Uber, c'est de mettre en place tout un cadre et tout un écosystème qui permet de réaliser cette vision. Donc ça veut dire avoir des partenaires qui développent des véhicules, donc j'y reviendrai notamment avec le Nexus de Bell, des partenaires qui développent aussi les infrastructures, donc là on va en parler peut-être avec monsieur, parce qu'il faut... quand on parle taxi volant, il ne faut pas rêver à la voiture individuelle volante, ou au fait que les gens vont atterrir et décoller dans leur jardin ou sur leur balcon. Donc on parle de trajets qui sont effectués entre des héliports ou des vertiports ou des skyports, peu importe comment on les appelle, mais des gares aériennes. Donc il y a aussi ce volet infrastructure qui est important. Et donc ce que développe Uber, c'est une vision complète et intégrée qui permet en particulier de gérer tout l'aspect logistique qui est un petit peu caché derrière, mais qui est très important pour vérifier que les connexions sont extrêmement précises, et que vous allez faire un premier kilomètre qui va être fait par exemple avec un VTC, et un dernier kilomètre qui va être fait avec les transports en commun ou un vélo ou que sais-je. Et il faut que tout ça soit extrêmement bien séquencé, sachant qu'on va venir au modèle économique tout à l'heure, mais pour que tout ceci puisse fonctionner, il faut que ces véhicules soient bien utilisés, au sens d'être bien remplis, et donc de pouvoir faire du partage de trajet avec, en matchant d'une certaine façon, excusez-moi pour l'anglicisme, plusieurs passagers sur le même trajet. Et donc c'est là que la plateforme est importante. Justement, quelles sont les conditions pour avoir un modèle économique viable en termes de fréquence, de volume, de coefficient d'emplissage, voilà, dites-nous tout ça. Bon, déjà, nous, on croit, vous l'avez mentionné, et je pense que l'acceptabilité par le public, les gens qui vont l'utiliser, d'abord, il faut qu'ils aient confiance, mais surtout ceux qui vont peut-être pas l'utiliser, mais qui vont voir ces appareils passer au-dessus de chez eux ou à proximité. Donc moi, même plutôt que l'acceptabilité, je pense que c'est de la désirabilité qu'il faudrait parler. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste que les gens l'acceptent comme un mal nécessaire ou comme quelque chose, une nuisance subie. Il faut que la société en ait envie. Alors la société, elle est très multiple, mais ça peut être les autorités qui organisent les transports, les collectivités locales, la population, etc. Donc nous, on croit qu'il faut que ce soit tout électrique. Pourquoi ? Notamment parce que, pour des raisons aussi d'infrastructure, de la capacité de s'installer un petit peu partout en milieu urbain, s'il faut commencer à gérer du kérosène, de l'hydrogène, etc., on va encore compliquer les choses, et puis la complexité des appareils aussi sera supérieure. Donc à partir du moment où on dit qu'on va être tout électrique, on se met des contraintes extrêmement fortes. Parce qu'aujourd'hui, la densité énergétique des batteries est ce qu'elle est, même dans un futur prévisible, il ne va pas y avoir de miracle au niveau des batteries. Donc compte tenu de cette densité, il y a des choix, comme toujours, un design aéronautique, c'est des compromis. Donc la façon dont on définit la mission est très importante. Donc nous, on pense qu'il faut que ce soit des appareils suffisamment rapides pour qu'il y ait un gain de temps. Mais par contre, on n'a pas forcément besoin d'un range, d'une distance à parcourir extrêmement grande. Le vol typique qu'on imagine le plus intéressant, il est autour de 40 km. Donc typiquement de la desserte d'aéroport, c'est quelque chose qui devrait bien fonctionner. À quelle vitesse ? Une vitesse 150 miles par heure, donc ça fait 220, 230 km/h. Alors à partir de là, compte tenu de la contrainte que j'ai donnée sur la densité énergétique des batteries, tout ce qu'on voit apparaître comme prototype, aujourd'hui il y a un foisonnement effectivement de prototypes de véhicules volants, mais le maximum c'est à peu près 5 personnes à bord. Parce que tout simplement, voilà, on ne peut pas atteindre ce genre d'autonomie au sens de distance parcourue avec les batteries actuelles, avec beaucoup plus. Donc 5 personnes, il faut le remplir le véhicule. Et à quel prix donc ? Alors, l'objectif c'est clairement d'être un ordre de grandeur en dessous d'un coût d'opération actuel d'hélicoptère qui est un peu en dessous de $10 par mile et par passager. Donc voilà, c'est d'arriver à presque diviser par 10 à terme, sachant que les projections qu'on a, évidemment, elles prennent en compte
comment dire, l'évolution graduelle au fur et à mesure que la plateforme se met en place. Si on commence à avoir plusieurs gares ou skyports qui permettent donc de créer un réseau, évidemment la demande va augmenter de façon avec cet effet de réseau. Bon, c'est-à-dire qu'on n'aura pas un réseau linéaire avec juste deux ou trois gares comme on peut avoir sur une ligne de train par exemple, et on peut connecter tous ces nœuds ensemble. Monsieur Maire, on parle beaucoup de Vertiport. Est-ce qu'ADP est intéressé? Je pense que votre présence l'explique à elle seule. Et pourquoi? Bien, d'abord, bonjour à tous. Et si vous permettez, effectivement, quelques réflexions préliminaires pour dire qu'effectivement, on voit bien que les nouvelles technologies qui apparaissent aujourd'hui sont de nature à permettre l'émergence d'un nouveau type de transport et qui ouvrent des perspectives en matière de mobilité urbaine et périurbaine, puisqu'on parle bien effectivement de distances limitées, d'emport de passagers en nombre limité, mais c'est quelque chose qui va, ce qu'on appelle donc l'urban air mobility, qui va profondément et progressivement devenir un élément naturel de notre environnement urbain et aéroportuaire dans les prochaines années. Alors cela se traduit peut-être un petit peu effectivement quelquefois par un enthousiasme, de nombreuses réflexions illustrées par des vues d'artistes, et il n'y a rien de péjoratif quand je parle de vues d'artistes évidemment, qui génèrent autant de rêves, de fantasmes que d'interrogations. Et pour ma part, il me semble, je rejoins ce qui vient d'être dit, fondamental d'aborder cette question avec pragmatisme et de façon globale, tant les enjeux sur les modes de transport et sur notre quotidien sont importants. Et ce sujet dépasse les questions de véhicules, ça a été dit, de réglementation, et ça renvoie à des sujets aussi différents et complexes que la sécurité, la sûreté, l'acceptabilité ou la désirabilité, l'interface avec la circulation aérienne, le parcours passager, le traitement des bagages, l'énergie au sol, ce qui vient d'être dit également. Donc autant de sujets qui sont au cœur des préoccupations et des expertises détenues par le groupe Aéroports de Paris. Alors si vous ajoutez à cela que les premières liaisons seront vraisemblablement des connexions ville-aéroport, pour la simple raison qu'aujourd'hui on voit de plus en plus d'aéroports, je ne parle pas que d'Île-de-France, qui se développent, qui s'implantent à des distances qui ne sont plus évidemment au cœur de la ville, comme c'était peut-être le cas au début. En tout cas, la croissance a fait que la ville a rattrapé l'aéroport. Aujourd'hui, on les met à des distances de 30-40 km qui correspondent parfaitement aux performances de ce type de véhicules. Donc, premières liaisons qui sont vraisemblablement des liaisons, des déconnexions ville-aéroport. Et si vous y ajoutez également que l'innovation est un peu dans l'ADN d'ADP, vous comprenez pourquoi ce sujet intéresse Aéroports de Paris et que nous réfléchissons avec d'autres partenaires, d'autres acteurs sur ce nouveau moyen de transport, d'ailleurs sur lequel nous effectuons une veille active depuis plusieurs années. Et je crois qu'effectivement, nous considérons pour notre part que ADP, sur les vertiports comme sur les aéroports, peut être considéré comme un intégrateur et un catalyseur. Et c'est bien ce rôle que nous souhaitons jouer. Encore une fois, on en parlerait peut-être tout à l'heure, en France comme à l'étranger. Mais comment vous les imaginez, ces vertiports? Est-ce que ce sont des créations ex nihilo? On parle d'environnement urbain. À quoi ça pourrait ressembler? La première chose, c'est que d'abord, nous avons une approche agnostique. C'est-à-dire que sur nos aéroports, nous accueillons des avions Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier et d'autres. Nous travaillons avec des compagnies aériennes diverses et variées. Nous opérons des aéroports dans des environnements différents, en France, à l'étranger. Et donc, l'idée, c'est d'être capable de développer un concept qui puisse s'adapter, effectivement, à tous les environnements, toutes les conditions d'usage que l'on pourrait imaginer. Aujourd'hui, l'aéroport, donc ADP Ingénierie, la filiale que je dirige, conçoit et dessine des aéroports un peu partout dans le monde. Et on voit bien que nous sommes confrontés à chaque fois, sur ces sujets, comme sur celui des vertiports à venir, nous sommes confrontés à des enjeux extrêmement différents.
Donc, encore une fois, nous avons une approche assez holistique. Et ces vertiports, comme ces aéroports, doivent être conçus sur le long terme. On prépare l'avenir. Et donc, ils doivent être conçus comme étant évolutifs pour s'adapter, parce que ce qu'on connaît aujourd'hui ne sera peut-être pas la réalité dans 10 ou 15 ans. Or, ce qui sera réalisé verra le jour dans 5-10 ans, et donc il faut qu'on soit capable de les faire évoluer. Et d'ailleurs, ce sont des schémas que nous appliquons sur les aéroports, que nous dupliquerons sur les vertiports. Alors, pour être plus précis et répondre à votre question, nous en sommes aujourd'hui dans une phase de développement de concepts permettant de répondre à ces différentes situations en termes d'environnement, de trafic, de besoins, de désir, effectivement, où est le marché. Et je pense que dans ce processus, de par son expertise sur les transports aériens, la connaissance et la maîtrise des normes réglementaires, parce qu'évidemment, ça a été évoqué, mais ça sera un élément majeur qui permettra de déterminer quel type de vertiport on va pouvoir construire. Et encore, on en parlera également peut-être tout à l'heure, mais un vertiport en milieu urbain n'aura pas la même vocation, n'aura pas le même design qu'un vertiport en milieu périurbain ou un vertiport en milieu aéroportuaire. On voit bien que les besoins sont différents. Et donc c'est bien pour cela que nous sommes en train de développer un concept qui sera capable de répondre à toutes ces demandes de manière globale. Et qui pourrait être installé sur des immeubles existants ou pas? Tout est possible. Existant, je n'en sais rien, je n'ai pas la réponse à la question, mais on voit bien que si on parle de vertiport urbain, il faudra trouver des endroits. Et là aussi, ça renvoie aux besoins, c'est-à-dire qu'on aura des besoins de multimodalité, trouver des moyens de connexion. Donc c'est peut-être sur un immeuble, ça peut être sur un parking de véhicules où il y aura évidemment des agences de location, ça peut être à proximité ou sur une gare ferroviaire ou un nœud de communication. Tout peut être envisagé. Monsieur Cipriani, je vous vois bondir. Non, je bondis pas. Je voulais simplement réagir un petit peu sur un premier point déjà. La réglementation, c'est rarement un obstacle face aux nouvelles technologies. La réglementation, c'est jamais que la traduction des exigences de sécurité qu'on veut voir appliquées. Et en l'espèce, moi, je me suis demandé, face à un projet de desserte avec ces nouveaux engins, comment on se positionnerait. Alors, il y a l'aspect certification machine, sur lequel je ne vais pas m'étendre. Il y a de nouvelles technos, on pourra en dire deux mots, qui est traité par l'agence européenne. On va supposer que tout ça suit son cours, qu'on aboutit à une machine certifiée, comme peut l'être aujourd'hui un avion, un hélicoptère. Ensuite, eh bien, effectivement, il faut qu'il décolle, qu'il atterrisse. Vous parlez de vertiport. Enfin, on aura toujours besoin d'un espace identifié pour y atterrir, avec d'une façon... un peu comme aujourd'hui, dégager d'obstacles, parce qu'on ne va pas faire atterrir des gens avec des passagers, même si la technologie aide beaucoup plus le pilote peut-être qu'aujourd'hui un pilote d'hélicoptère dans sa machine, avec au milieu d'obstacles qui, au moindre déviation de trajectoire, peuvent causer un accident. Donc on aura toujours besoin de plateformes dédiées, dégagées d'obstacles prévues pour. Ensuite, on décolle et on suit sa trajectoire. Là encore, si on doit aller vers un aéroport, eh bien, on est conduit à avoir des trajectoires non pas libres dans l'espace, mais qui soient, alors le terme technique est moche, déconflictées, mais donc séparées des trajectoires d'avion. Donc il faut bien imposer les trajectoires comme aujourd'hui on le fait avec des hélicoptères. Et s'il s'agit de survol urbain, ces machines, il faudra aussi gérer les cas de panne ou des cas d'urgence. Et très vraisemblablement, il faudra avoir des dispositions opérationnelles, des procédures opérationnelles utilisables en cas de besoin urgent de se poser. Et alors, ça peut être, je sais pas moi, un feu batterie, ça peut être je sais pas quoi. Si on est au-dessus des villes, on voit tout de suite que ça demande quelque chose de planifié à l'avance, de prévu. Et on retrouve le concept d'aire de posée prévu à l'avance, qu'on connaît dans le monde des hélicoptères. On peut survoler des villes si on sait à l'avance à quels endroits on peut se poser en cas d'urgence. Donc tout ça, ce sont des schémas qui finalement sont assez connus, mais qu'on aura à répéter pour permettre l'utilisation de ces appareils, même si eux, les appareils et les machines elles-mêmes sont complètement nouvelles.
Et le dernier point, c'est plutôt le volet acceptabilité sociale. Dans Paris aujourd'hui, il n'y a pas d'hélicoptère ou très peu. Il y a une raison de sécurité des vols. Il y a une raison de sûreté, parce qu'il y a beaucoup de sites sensibles et qu'on ne peut pas les voir survoler comme ça. Et puis il y a une raison également de nuisance, de bruit. Et puis, in fine, d'acceptabilité, parce que le citoyen n'a pas forcément envie de se voir survoler de multiples engins. Je crois que ces 4 conditions existeront toujours. Alors, peut-être que les nouvelles machines seront plus faciles sur certains sujets. Le bruit, typiquement, ça fera moins de bruit que des hélicoptères d'aujourd'hui. Ça en fera quand même, parce qu'il y a quand même des hélices. Le reste, sécurité des vols, il faut des aires de posée. Sûreté, il faut avoir les mêmes craintes par rapport à des actes agressifs avec ces nouveaux engins que ceux qu'on peut avoir avec aujourd'hui les hélicoptères. Et puis acceptabilité sociale, oui, probablement, il y aura une question de savoir si le citoyen a envie d'être constamment survolé par des appareils, même s'ils font beaucoup moins de bruit que les hélicoptères. Monsieur Signon, sur cette question de l'acceptabilité, vous avez une vision globale puisque vous travaillez sur plusieurs villes, notamment Los Angeles, Melbourne demain, puisque vous l'avez annoncé cette semaine, et Dallas, je crois. C'est ça. Et Dallas. Comment voyez-vous cette question de l'acceptabilité dans les autres pays et celle à venir peut-être sur le marché français, notamment parisien? Bon, d'abord, c'est un des freins potentiels ou un des blocages potentiels évidents. C'est-à-dire que si les citoyens n'en ont pas envie, ça ne se fera pas. Donc c'est presque le seul, par rapport à votre question, est-ce que les voitures vont décoller? À mon avis, c'est la seule chose qui peut faire qu'à un certain endroit, ça ne se produise pas. Moi, je pense qu'elles décolleront, peut-être pas partout, peut-être que certaines villes, certains emplacements, certaines populations en voudront plus ou moins. Alors, sur cette question d'acceptabilité, effectivement, le bruit, la nuisance sonore, c'est un élément essentiel. Donc, alors en plus, comme aujourd'hui, on est quand même à l'état de prototype sur toutes ces machines-là, je pense pouvoir dire qu'on ne sait pas exactement quel sera l'impact sonore. Par contre, on a à la fois des modèles et puis des choses qui sont faites sur ces premiers prototypes qui permettent de dire que ce sera effectivement très inférieur au bruit d'un hélicoptère. Donc les simulations, et ce ne sont que des simulations qu'on mène actuellement, montrent que c'est quelque chose qui peut être de l'ordre de ce qui est masqué par un bruit ambiant, urbain, quand on est dans une zone urbaine un peu bruyante. Par exemple, si vous n'êtes pas très loin du périphérique, un appareil comme ça qui vole à 1000 pieds ou 1500 pieds, vous ne l'entendez pas beaucoup. C'est clair que si vous êtes dans une zone où il n'y a rien, aucun trafic automobile et où vous entendez les oiseaux chanter, là, vous allez effectivement l'entendre passer, mais c'est quand même nettement moins bruyant qu'un hélicoptère. Ceci dit, le bruit d'un appareil, c'est une chose. Après, la question, c'est effectivement s'il y en a beaucoup. S'il y en a beaucoup qui passent. Donc là, on va rejoindre une autre problématique qui est, vous y avez fait un peu allusion, en tout cas à votre remarque qui menait, qui est la gestion du trafic aérien. C'est-à-dire des routes. Donc il faudra des routes, ça c'est clair, ça ne va pas être open bar avec, en gros, on vole où on veut, mais on peut imaginer qu'il y ait aussi un séquencement et une optimisation à mener de l'endroit où on vole, de la route qu'on suit, de l'altitude à laquelle on vole, etc., en fonction de l'heure de la journée, en fonction de contraintes qui sont données par les municipalités, par les différents environnements en termes de bruit, etc. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel sur lequel on a commencé à travailler. Il va falloir apprendre un petit peu en marchant quand même, dans la mesure où on n'est pas capable de dire aujourd'hui de façon extrêmement précise de faire une expérience, disons, et de faire voler 200 appareils et de regarder ce que ça donne. Par contre, on mène des simulations. Moi, mon centre de recherche, c'est un des objectifs aussi, c'est de regarder ça. Un autre élément d'acceptabilité, c'est aussi que les citoyens se posent beaucoup de questions sur la pollution, le mix énergétique. Est-ce que tout ça, c'est vert ou au contraire, c'est une fuite en avant vers du gaspillage d'énergie, etc. Donc là, un élément intéressant quand même, c'est que alors, il y a plein de designs de eVTOL, mais ceux qui sont les plus efficaces d'un point de vue énergétique sont des designs dans lesquels vous avez effectivement des rotors pour faire le décollage-atterrissage vertical, et puis en vol, disons, horizontal, vous avez quand même une aile pour assurer la portance, ou un système de type aile pour assurer la portance. Ce qui veut dire que pour la partie horizontale du vol,
ça consomme relativement, par rapport au décollage et à l'atterrissage, quasiment pas d'énergie. Enfin, j'exagère à peine, mais ce qui fait qu'au total, on peut être équivalent à ce que serait une voiture électrique sur le sol. Donc ça, c'est quand même un point important. Tout ça est à valider du point de vue des concepts et des prototypes qui sont en train d'être développés par les partenaires, mais c'est des choses aujourd'hui, on a les indications qui nous montrent qu'on peut rester dans cette enveloppe-là, ce qui fait que c'est aussi tout à fait acceptable et même intéressant d'un point de vue énergétique. Monsieur Cipriani, vous avez évoqué des routes, Monsieur Sillon également. Donc, si j'ai bien compris, ça serait un peu comme l'hélicoptère, au-dessus du périphérique et au-dessus des autoroutes. On peut imaginer ça ou c'est trop plus vraisemblable dans un premier temps. C'est-à-dire que ça permet à la fois d'avoir une sécurité plus importante, d'avoir des gênes moins importantes pour les populations survolées. Donc ça, c'est, disons, le schéma un peu naturel qui se présenterait si on avait un projet qui nous était présenté à court terme. Monsieur le maire, il y a quelques semaines, Airbus et la RATP ont annoncé un accord justement pour développer des eVTOL dans l'Île-de-France. Quand on vous écoute, on imagine mal que vous ne soyez pas dans ce projet. Est-ce que vous travaillez avec eux ou est-ce que c'est en discussion pour Alors, comme je vous le disais précédemment, nous, on est tout à fait agnostiques et on travaille avec tous les partenaires qui réfléchissent à ces questions, bien évidemment. Donc, je pense que toutes les réflexions qui sont menées sont constructives et qu'il faut que l'on mette nos ressources, notre expertise en commun pour pouvoir adresser ce sujet de façon globale et encore une fois de façon pragmatique. Ce que disait M. Cipriani tout à l'heure, que je partage tout à fait, notamment sur la prise en compte, bien évidemment, de la sécurité, qui sera un élément déterminant dans la conception des vertiports, c'est bien évident. Mais d'autres paramètres qu'il faudra également prendre en compte, dans la mesure où, dès qu'on rentrera dans des phases d'exploitation, il faudra prendre en compte, évidemment, le parcours passager, et donc les questions de sûreté également. Donc tout ça, c'est un tout. Et je pense que c'est bien en rassemblant les expertises, les compétences, qu'on pourra aborder ce sujet qui, comme je le disais en préambule, à la fois fascine, fait fantasmer, mais soulève des interrogations de façon cohérente, en apportant des réponses au public, parce que la question de l'acceptabilité va être une vraie question, bien évidemment, on l'imagine bien. Quand bien même on pourra arguer, démontrer que c'est moins brillant, que c'est moins polluant, que c'est plus sûr, etc., il y aura fondamentalement une question d'acceptabilité. Et donc je pense, pour répondre à votre question, qu'il faut absolument qu'on travaille ensemble. On voit bien qu'il y a des acteurs, il y a des constructeurs, il y a des opérateurs, il y a les institutions qui s'occupent de la réglementation. Et donc c'est là où je disais donc Aéroport de Paris a toute sa place également pour participer à ce débat, à cette réflexion, dans la mesure notamment où, encore une fois, on voit bien que le besoin se fera certainement sentir au début sur des trajets ville-aéroport. Et la question qui se posera aussi, quand j'évoquais effectivement la question des vertiports dans un milieu aéroportuaire, la question va se poser. Est-ce qu'il faudra, je n'ai pas la réponse, un terminal dédié aux vertiports? Est-ce qu'on pourrait imaginer demain que ce type de véhicule, quand les conditions de sécurité, de sûreté seront remplies, permettent à un passager d'accéder directement à la salle d'embarquement? Bon, tout ça, évidemment, c'est des interrogations, des questions qui sont posées et les réponses ne pourront être réellement apportées qu'en croisant l'ensemble des paramètres techniques, réglementaires, sécuritaires, etc., qu'on a pu évoquer jusqu'à maintenant. Est-ce que vous êtes alors, discussion, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, est-ce que vous visez d'autres aéroports? Parce que j'imagine que vous comptez exporter votre savoir-faire. Comment ça se passe à l'étranger alors effectivement, donc ADP Ingénierie est une filiale du groupe ADP qui conçoit et dessine des aéroports principalement, quasiment exclusivement à l'étranger. Et donc nous suivons actuellement environ, pour donner quelques chiffres, 130 projets différents dans 100 pays différents. Nous avons des collaborateurs de 50 nationalités différentes. Nous sommes en permanence au contact de nos clients. Nous sommes en permanence à l'écoute de leurs besoins, de leurs attentes. Et effectivement, on voit naître, peut-être dans des régions, plus facilement dans certaines régions que d'autres, ce besoin, ces questions de développer une activité VTOL avec des vertiports.
Donc c'est quelque chose qui est maintenant bien ancré dans les, je pense, notamment avec les publicités qu'il peut y avoir, les discours, c'est une bonne chose sur ce sujet. À nous, en apportant notre expertise, notre savoir-faire, de décliner le concept sur lequel nous travaillons, donc avec ici en Île-de-France singulièrement, de le décliner à l'étranger en fonction des contraintes réglementaires qui ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on pourra avoir en France ou en Europe, en fonction de l'environnement, en fonction de la culture aussi. On voit bien par exemple au Brésil, le transport par hélicoptère est quelque chose d'assez courant. Donc on voit bien qu'il y a une acceptabilité qui pourra se faire peut-être plus facilement qu'ailleurs. Et donc notre objectif, évidemment, fort de notre expérience, fort de notre réseau et de nos références à l'étranger, c'est de pouvoir exporter ce concept. Et d'ailleurs, dès maintenant, lorsqu'on rencontre des clients, quand bien même eux n'expriment pas ce besoin, ne l'ont pas identifié, on leur dit attention, prévoyons, mettons des provisions, parce que c'est quelque chose qui va voir le jour à une échéance que je suis incapable de déterminer, mais qui verra le jour. Donc prévoyons, comme on le prévoit dans les fonctionnalités multimodales, hein, les gares ferroviaires, etc., les trains rapides, prévoyons cela, anticipons, parce que demain, on peut très bien imaginer qu'un passager s'enregistre en ville, dépose ses bagages et prenne soit un train rapide, soit un VTOL, etc., pour rejoindre sa salle d'embarquement à son aéroport de départ. Monsieur Sillon, est-ce que vous êtes intéressé par le marché parisien? La RATP a dévoilé son jeu. Est-ce que vous... Alors, nous, on vient d'annoncer, il y a eu la grande conférence Elevate qui a eu lieu cette semaine à Washington. Donc, on a annoncé que la troisième ville de lancement, en plus de Dallas et Los Angeles, effectivement, ce sera Melbourne en Australie. Donc, c'est pas Paris, même si pendant un temps, on avait imaginé que ça pourrait l'être. Oui, je pense qu'on est tout à fait intéressé par Paris. Paris est un gros marché pour Uber déjà, en termes de transport terrestre. Après, toute la question, ça va être l'évolution. Paris a quand même des caractéristiques particulières. D'abord, c'est une ville capitale, donc avec des impératifs de sûreté qu'on retrouve dans d'autres villes capitales, à Washington ou autres, mais effectivement avec des sites sensibles, stratégiques, etc. Donc on ne vole pas n'importe comment. On vole peut-être encore plus difficilement, ou on est encore plus réglementé au-dessus de ces villes-là. Il y a aussi un élément, vous y avez fait allusion, mais qui est finalement le côté patrimoine visuel, voilà, la qualité du paysage à Paris. Donc quel est l'impact de ce genre d'appareil sur le paysage. Donc tout ça, ça fait partie de l'acceptabilité, mais le jour où les conditions sont réunies, c'est-à-dire qu'il y a un cadre réglementaire qui permet d'opérer, absolument, bien sûr qu'on est intéressé. Et juste sur cette question de cadre réglementaire, je voudrais quand même préciser, la sécurité et la sûreté, c'est absolument pas pour nous une option ou quelque chose qu'on va considérer comme accessoire, parce qu'il faut absolument avancer. On sait très bien que ça ne pourra fonctionner. Enfin, de toute façon, c'est notre intérêt bien compris. Hein. Le premier accident qui se produira ou qui se produirait dans ce cadre-là sera terrible pour l'émergence de cette possibilité. Donc on est à fond pour la sécurité. Et du coup, l'autonomie, vous l'envisagez à quelle échéance ? Alors, d'une certaine façon, moi, du point de vue scientifique et technologique, je pense que l'autonomie dans les airs, elle est plus facile que sur le sol. Donc, parce qu'il y a moins d'imprévus, il y en a bien sûr, mais il y a relativement moins d'imprévus, d'obstacles, etc. Monsieur je vois que ça vous fait des doutes. Voilà, je vois que Non, moi je suis fondamentalement en désaccord avec ça. D'accord. Je pense que, au contraire, c'est plus compliqué dans les airs. Je crois que c'est pas un hasard si on a eu assez tôt et depuis longtemps des métros automatiques. On n'a pas encore des véhicules automatiques réellement totalement opérationnels, et on a encore moins des avions automatiques. Tout simplement, quand il y a un problème, le bouton pause, il est difficile en avion. En l'air, il est très difficile. Il est plus facile quand on est au sol. Donc je pense que c'est plus complexe quand on est dans les airs. Notamment au niveau du temps de réaction, est-ce que c'est ça qui joue quand il y a un imprévu? Le pilote a peut-être plus de manœuvres Alors, sur ce qu'il faut pour un avion automatique, on a un long débat tout à l'heure sur le pilote unique, etc. Aujourd'hui, le nombre d'imprévus est quand même suffisamment important pour qu'on ne sache pas, à horizon visible, avoir le même niveau de sécurité en vol avec un appareil entièrement automatique ou qu'un appareil actuellement piloté.
Et les travaux, la question pourrait se poser de savoir si un appareil télépiloté, donc avec un pilote au sol, pourrait être la réponse. Et là, on tombe sur la difficulté d'avoir des liaisons suffisamment fiables, d'avoir avec à la fois en fiabilité et en temps de réponse. Aujourd'hui, je ne crois pas m'avancer trop en disant qu'on n'a pas d'horizon visible pour lequel on sache rendre opérationnel un transport de passagers sans pilote à bord du tout. D'accord. Donc pour vous, monsieur Sillon, sur le business model, on en revient. Vous avez donc un passager en moins, puisqu'il y aura le pilote, et en plus un pilote qu'il faudra payer. Donc, tout à fait. J'imagine C'est que bien ça pour ça que complique l'équation. c'est bien pour ça qu'à terme, mais je vais pas me hasarder à donner un horizon en année, mais c'est pour ça qu'à terme, certainement, il faudrait arriver à convertir ce pilote embarqué, en tout cas. Peut-être qu'il peut y avoir de la téléopération, on verra, avec la 5G, avec d'autres systèmes peut-être de communication. Il y a aussi toute une évolution qui est de toute façon nécessaire, on l'a dit, sur le contrôle aérien, pour faire simple, la gestion du trafic qui, probablement, si on commence à avoir des centaines ou des milliers d'appareils, ne sera moins centralisé ou sera en tout cas architecturé différemment de ce qu'il est aujourd'hui. Très bien. Écoutez, on va passer à la séance de questions-réponses. Est-ce que vous me donnez une seconde? Je crois qu'il y avait monsieur Gagé dans la salle, je l'ai croisé avant. Est-ce qu'il est là? Oui. Je voudrais vous poser, vous êtes donc une compagnie aérienne, est-ce que ce type de produit peut intéresser une compagnie aérienne pour des code-share, pour des postes ou pré-acheminement pour la clientèle business par hasard? Je sais que vous avez travaillé un temps, ou peut-être que vous travaillez au Brésil avec des hélicoptéristes. Est-ce que ce type de projet peut vous intéresser? Je suis désolé, vous n'étiez pas au courant, mais on s'est croisés juste avant, donc je me suis dit je vais lui la poser. Est-ce qu'on peut... Je vais même vous faire. Moi, je vous écoutais avec beaucoup d'attention et la question pour laquelle j'ai pas eu de réponse, c'est combien de passagers peuvent être concernés par ça? Donc, en d'autres termes, si c'est comme au Brésil, 10, 20, 30 hélicoptères qui sillonnent Sao Paulo pour transporter 120 Pifiou, ok, tout ça est bien beau. Pourquoi pas faire un code-share avec Air France quand vous arrivez à l'aéroport Charles de Gaulle pour ensuite prendre ce genre de moyens de communication? Mais la vraie question que moi j'ai à l'esprit, c'est est-ce qu'on parle de... Alors ça, monsieur Esprit de répondre, sur les 39 km qui séparent ADP de Paris. Alors je ne suis pas aussi spécialiste que vous, je les sépare de 4 km chacun, sachant qu'ils font du 50 km à l'heure. Du coup, j'en ai peut-être 10, 15 qui volent, c'est du 4 places, 40 personnes. Bon. Si c'est ça, on est quand même encore dans le stade de quelque chose qui peut être une sympathique expérience, mais on est loin d'un transport modal qui a vraiment remplacé un autre transport. Voilà. Donc la réponse en cours sur la question que tu poses, Fabrice, c'est oui, pourquoi pas, si c'est... offrir à nos passagers premières la possibilité d'être connectés directement, ça on peut envisager. Par contre, la question plus fondamentale que je pose, c'est est-ce qu'on est en train de parler sur l'aéroport et le centre-ville de quelques dizaines de passagers à l'heure, ou est-ce que le projet, c'est vraiment d'aller sur quelque chose qui va commencer à être, non pas un transport de masse, mais un transport de petite masse. Mais là, on est quand même à ce stade, d'après ce que je crois entendre, au niveau de la masselotte, comme on disait en physique. Voilà. Monsieur Sillon, on va vous répondre, mais je crois qu'il a des ambitions assez poussées sur le sujet. Oui, non, mais on est clairement au-delà de quelques dizaines, c'est sûr. Sinon, on n'est pas à l'échelle. Alors après, tout va dépendre de chaque marché. Là, on est en train de parler juste de transport Paris, mettons Paris-Roissy, par exemple. Déjà, bon, pour Paris-Roissy, je n'ai pas étudié le sujet précisément. On peut imaginer qu'il y ait 3 ou 4 vertiports autour de Paris, par exemple, qui relient à Roissy. Après, le calcul que vous faites, je pense qu'on est plutôt largement un ordre de grandeur au-dessus. Donc, on parle plutôt de plusieurs centaines de passagers à l'heure, donc plusieurs milliers de passagers dans la journée. C'est pas un transport de masse au sens du RER A qui traverse Paris, et donc je ne connais pas le chiffre d'ailleurs, mais qui doit transporter... 1,2 million de passagers. Bon, d'accord. Donc, c'est clairement pas ça. Par contre... Donc, dans un certain nombre de simulations qu'on a faites plutôt sur les villes de lancement actuelles, qui sont Los Angeles et Dallas en particulier,
L'idée, c'est vraiment de convertir une fraction significative des gens qui aujourd'hui feraient, par exemple, parce que nous, on a les données Uber, donc on peut regarder ce qui se passe avec des UberX, par exemple, dans du transport en VTC. Les gens qui font déjà ça pour des longs trajets, c'est d'avoir un taux de conversion à plusieurs chiffres. Voilà, c'est pas 5%, c'est beaucoup plus que ça. Madame. Merci. Dominique Lazarski, je suis présidente de l'Union européenne contre les nuisances aériennes. Je suis donc très attentive. Alors, je travaille un petit peu sur ces sujets-là. Je fais partie d'un groupe de travail à l'OACI qui travaille sur les aéroports. Et donc, c'est un sujet qu'on aborde. C'est intéressant, bien sûr, je comprends votre souhait de développer cette activité. Et merci de parler d'acceptabilité des riverains. Les aéroports, il me semble, sont assez dubitatifs sur la faculté d'utiliser de l'espace aérien qui est déjà des risques de conflit justement avec les arrivées des avions. Mais il y a aussi la logistique, et vous aurez, à côté des aéroports, vous avez des grands entrepôts de logistique, et vous en avez d'ailleurs également ailleurs, notamment à la campagne par exemple, et les logisticiens souhaitent livrer également par drone leurs produits, et on parle de drones, pas des petits drones qu'on trouve dans le commerce pour jouer, mais de gros engins qui peuvent soulever des masses très importantes, plusieurs centaines de kilos, donc on parle d'appareils assez importants, donc on aura à la fois les drones, qui peuvent être importants, qui vont jusque chez les gens, développer, ou dans les entreprises, livrer le matériel ou les équipements. On a des avions urbains, peut-être qui desserviront un aéroport, mais pas forcément. Moi, je les vois très bien aussi, surtout, en fait, délivrer, plutôt desservir un centre-ville et une campagne ou une habitation à l'extérieur d'une population plutôt privilégiée. Et donc, un espace aérien assez encombré, qui pourrait être assez encombré. Et si les drones peuvent aller jusque dans les habitations, bien entendu, vous allez dire, mais attendez, moi aussi, je veux aller jusque dans les habitations. Et on va avoir peut-être un problème de respect de la vie privée aussi, parce que vous allez survoler, non pas que des routes, vous ne pourrez pas, vous allez survoler également des jardins, des entreprises, voilà. Et un déplacement peut-être aussi des nuisances qui étaient au ras du sol et puis qui vont se retrouver sur les étages supérieurs des immeubles. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et M. Cipriani, j'espère que lorsque vous étudierez le sujet, vous allez associer les associations de riverains d'aéroports. Tu ne dis rien qu'on sent. Je suis persuadé que ce genre d'usage, effectivement, va se développer. Mais avec les mêmes questions qui se poseront, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passagers, mais il y a quand même des colis qui vont survoler peut-être des populations. Alors, avec des machines qui devront avoir des niveaux de fiabilité, au passage, supérieurs significativement à celles qu'on constate aujourd'hui pour les drones. Enfin, il y a beaucoup d'expérimentations qui se font et ça progresse d'année en année. Mais il faudra progresser en niveau de fiabilité par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Et comme je disais tout à l'heure, les mêmes questions sur les survols pour des raisons soit de sécurité, soit de sûreté. Tout ça va progressivement évoluer. Aujourd'hui, on ne sait pas encore quels seront les besoins, comment les différents acteurs vont construire leur offre. Mais sentiment personnel, moi j'ai plutôt l'impression qu'en tout cas au début, on partira dans des schémas avec des trajectoires préétablies qui permettront de séparer les trafics aériens, qui permettront de ne pas survoler les populations denses, donc plutôt à la campagne, ni les sites sensibles. Donc on sera plutôt dans un schéma un peu organisé et qui permettront aussi, si ces engins-là font du bruit, de ne pas importuner les gens qui sont au sol. Voilà. Bonjour, Luc Offenstein, je suis président d'une association de lutte contre les nuisances aériennes, principalement de l'aéroport d'Orly. Je vous ai entendu évoquer largement le problème du bruit, sans toutefois apporter de chiffres.
Je voudrais savoir si dans l'état actuel de vos connaissances, avec les prototypes que vous expérimentez, vous avez une idée à peu près de la nuisance. Bon, vous avez parlé des hélicoptères, elle sera moins forte. Bon, ok, les hélicoptères, c'est très bruyant, on est d'accord. Mais quand on voit les simples drones, déjà, le bruit que ça peut représenter, alors qu'ils soulèvent que quelques centaines de grammes, on est un peu inquiet parce que ces voitures volantes, avec ne serait-ce que 5 ou 10 passagers, représentent quand même un poids important. Et il faut, comme vous l'avez dit, il faut la sustentation, il faut les tenir en l'air. Bon, après, et puis après, il faut les propulser. Est-ce que vous avez une idée chiffrée de la nuisance que ça peut représenter à, je sais pas, à l'altitude où vous avez l'intention d'opérer, c'est-à-dire, j'ai entendu parler de 1000 pieds, donc on est dans les 300 mètres, 350 mètres. Plutôt 1500, je pense, mais après, ça va dépendre. En fait, alors, bon, moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. Ma compréhension, c'est que le cahier des charges, puisque donc, chez Uber, on travaille avec un certain nombre de partenaires qui ont chacun leur propre design de véhicule. Et certains, enfin voilà, la signature sonore n'est pas la même en fait selon le type d'architecture de véhicule. Mais le cahier des charges, c'est déjà d'être minimum 15 décibels en dessous de l'hélicoptère, d'un modèle d'hélicoptère. Voilà. Ceci dit, je ne sais pas du coup combien ça représente. Ça dépend à quelle altitude. Non mais oui, non mais il y a un modèle précis. Là, je suis désolé, j'atteins la limite de ma compétence. C'est par rapport à un modèle précis, d'accord. Et donc après, il faut regarder en fonction de l'altitude, etc. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que toutes les présentations de la conférence Elevate qui a eu lieu cette semaine sont en ligne sur Google. Et donc vous pouvez voir, il y a eu une présentation faite justement pour regarder, le terme est mal choisi, pour essayer de traduire l'expérience sonore d'un véhicule type eVTOL en altitude de croisière dans 2 environnements, un qui est pas très loin d'une autoroute où en gros on n'arrive pas à l'entendre et un qui est au-dessus d'un parc où du coup il n'y a pratiquement pas de bruit, donc on l'entend comme un bourdonnement, effectivement on l'entend, ça il n'y a pas de doute, mais c'est pas bon. Après encore une fois c'est une construction pour se faire une idée, mais ça donne quand même une indication. Donc vous pouvez déjà aller regarder ça. Monsieur à droite. Et ensuite Madame au fond. Bonjour. Moi, ma question s'adresse à Monsieur Cipriani. Est-ce que vous avez des contacts avec vos homologues chinois, brésiliens, éventuellement du Moyen-Orient sur ces questions et sur éventuellement leur niveau de réglementation par rapport à ce qu'on pourrait faire en Europe? Je comprends que dans une ville comme Paris ou les villes capitales, où bien qu'à Londres il y a des hélicos qui passent sur la Tamise tous les jours, mais c'est un peu différent. Sur ce sujet précis de la mobilité urbaine, assez peu de contacts, sûrement pas assez d'ailleurs. On a des travaux communs au niveau OACI, mais qui concernent plutôt les drones de taille importante en vol international en quelque sorte. Bon, ceci étant, si on parle de la mobilité urbaine, on a là des contextes extrêmement différents. On mentionnait le Brésil. L'hélicoptère a l'avantage par rapport à la voiture, souvent, d'être beaucoup plus sûr. Le Dubaï, c'est encore un contexte totalement différent. Donc, c'est des éclairages certainement extrêmement intéressants, mais sur Paris, on se retrouvera avec nos problématiques, nos contraintes, nos besoins qui sont très particuliers. Et notamment, enfin, ça ressortait un peu des interventions. Il y a une grande différence entre une ville qui est assez dense et intégrée comme les Paris, par rapport à Los Angeles, qui est extrêmement étendue, ou des villes, Dubaï qui est aussi très étendue, en tout cas il n'y a pas grand-chose autour. Je me souviens avoir travaillé à une époque sur la recherche de sites de posées hélicoptères en région parisienne alternatifs à l'héliport d'Issy-les-Moulineaux. On n'en a pas trouvé un seul. Et pas uniquement à cause des nuisances sonores. On n'en a pas trouvé un seul qui soit techniquement praticable parce que tout est pris, l'espace est dense. Donc il y a bien une problématique particulière sur Paris là-dessus.
Peut-être pour compléter la réponse de M. Cipriani, je faisais allusion tout à l'heure au contact que nous avons, nous, à l'étranger. Et c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a des besoins, il y a une approche culturelle, il y a des sensibilités environnementales qui varient d'une région à l'autre. Et aujourd'hui, la maturité de réflexion sur ce sujet n'est pas la même que l'on s'adresse à, évidemment, un environnement parisien ou européen, puis-je dire, ou que l'on aille au Brésil, pour reprendre cet exemple, en Chine ou aux Émirats arabes unis. Et c'est là peut-être où il y aura à terme besoin d'avancer, parce que je pense qu'au début de l'aviation, les différences étaient certainement les mêmes, mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, tout cela se traduit, enfin ces différences se traduisent par un niveau d'acceptabilité, on revient dessus, qui est totalement différent. Et des gens nous disent, nous, mais ça c'est pas un problème, vous voulez tout droit, et on se pose, et dans certains pays, on n'a vraiment pas la même approche. Donc il y aura certainement besoin d'échanger à terme, je pense, sur ces questions. Madame, tout au front, puis ce sera la dernière question, sauf si... Les dernières questions, donc. Merci, Geneviève Delsol. À ce stade, j'en conviens, très en amont. Est-ce qu'on a une vague idée du tarif que l'on va demander aux 4 ou 5 épifew qui vont voler à 200-300 km/h pour rejoindre leur aéroport? Monsieur Sillon l'a évoqué plus ou moins. Bon, allez-y, je vous laisse répondre. Nous, notre objectif, ce serait que, alors, à terme, mais que ce soit à peu près le même tarif au kilomètre qu'un VTC UberX actuel. Donc je ne sais pas exactement combien c'est, de l'ordre d'un peu moins $1 du mile, donc il faut faire des conversions savantes, mais $1 du mile, pour c'est quoi, c'est 25 miles pour Roissy, ça fait... Oui, ça. Ouais. Non, nautique. Non. Donc voilà, moins d'un euro du kilomètre. Oui. Bon. Voilà. Ce sera moins cher qu'un taxi, donc. En tout cas, c'est l'ordre de grandeur aujourd'hui. Bon. Très bien. Écoutez, merci à notre panel que vous pouvez applaudir.